Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. La Bretagne produit la moitié des porcs en France, mais pourtant, la filière porcine est en difficulté, difficile à croire, alors que nos voisins s'en sortent très bien. Michel Bloch, le président de l'Union des groupements de producteurs de viande en Bretagne, nous en dit plus dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce lundi 15 octobre 2012 dans le Finistère. Ce 15 octobre, c'est le 25e anniversaire de l'ouragan qui a touché la Bretagne dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987. Retour sur ce phénomène naturel exceptionnel avec cette question: la forêt a-t-elle pansé ses plaies 25 ans après? Julie Sicot s'est rendue dans la forêt du Cranou à Envec. 16 octobre 1987, le Finistère se réveille sous les décombres de la tempête. Le lendemain, à la une, la tempête est devenue ouragan. Le port de Concarneau est ravagé, les récoltes sont détruites, les bâtiments sont dévastés. À Météo France, on a conservé les relevés de l'époque. 4 jours avant, les spécialistes avaient détecté l'arrivée de ces vents violents. On a eu des rafales extrêmes de la région de Brest, on a dépassé les 140 km/h en rafale. Du côté des Quimper, on était proche des 190 km/h en rafale. Il faut savoir que ponctuellement, on aurait atteint les 200. Le problème, c'est qu'un certain nombre de capteurs ont cassé du fait de la violence des phénomènes. À ce jour, ce sont les valeurs les plus fortes jamais observées, tant à Quimper qu'à Brest. 50 000 hectares de forêt sont tombés en Bretagne. Sur les 650 hectares de la forêt domaniale du Cranou, près du Fou, plus de 100 hectares ont été abattus par les vents. 25 ans plus tard, les chênes centenaires côtoient les plantations faites il y a 20 ans. Ça pousse, on en est aujourd'hui même à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon forestier, la première éclaircie. Donc le cycle naturel est reparti. Donc quelque part, c'est assez rassurant de voir qu'après ce traumatisme, en fait, il y a quand même le plaisir de voir une forêt qui repart, qui revit. Bon, les chênes qui étaient là auparavant, c'était des chênes qui faisaient 50 voire 60 cm de diamètre, mais qui étaient âgés, eux, d'environ 150 ans. Aucun ouragan n'a jamais refrappé la Bretagne depuis cette date. Selon les météorologistes, ce type d'événement a lieu une fois par siècle. Dans moins d'un mois, les 20 skippers du Vendée Globe s'élanceront pour plusieurs mois de navigation. Ce lundi, Bernard Stamm a quitté le port de Brest sur son bateau cheminée Poujoula, direction la Vendée et plus précisément les Sables-d'Olonne pour les derniers réglages. Pierre-François Vatras a assisté à son départ. Sur les 20 skippers qui prendront le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain, 7 s'entraînent dans le Finistère, où en sont originaires. Parmi eux, Bernard Stamm, le plus finistérien des Suisses, a quitté Brest aujourd'hui. Direction les Sables-d'Olonne pour prendre le départ de son 3e Vendée Globe. Suite à des avaries, il n'a jamais vu l'arrivée de cette épreuve considérée comme l'Everest de la course au large. Ce que j'appréhende le plus, c'est la casse mécanique. Donc c'est en grande partie le travail qu'on a fait en amont, c'est d'essayer de la minimiser. Maintenant, c'est pareil, il faut faire attention à tout. Donc il faut être vigilant à l'ensemble du matériel, à comment on fait les manœuvres. Et avant tout, c'est moi qui dois faire attention à mon bateau. Je veux dire, s'il y en a un d'adversaire, je dirais c'est moi. Avec ce bateau, c'est un peu Brest qui part faire le tour du monde, car à son bord navigue une station de mesure environnementale mise au point avec Océanopolis. Elle collectera des données scientifiques sur toutes les mers du globe. Nos restaurateurs ont du talent, c'est un constat, mais c'est aussi le titre de l'opération lancée dans le cadre de la Semaine du goût depuis samedi. Les chefs du Finistère doivent cuisiner 4 aliments imposés, des produits bretons et locaux. Julie Sicot s'est glissée dans la cuisine du chef René Botkelen à Brest. Le poulet fermier de Bretagne, l'andouille de Guéméné, la pomme de terre amandine et les carottes anciennes jaunes et violettes. 4 aliments bretons cuisinés par 51 chefs finistériens pour l'opération Nos restaurateurs ont du talent. René Botkelen, chef à Brest, a élaboré un menu spécial. L'amuse-bouche, c'est un espuma de coco de Paimpol avec de l'andouille de Guéméné poêlée, bien grillée. Après, on va servir une coquille Saint-Jacques avec une petite gelée de carottes. Et après, c'est des ballotines de poulet fermier avec
pomme fondante, princesse amandine. Et après, on termine par le dessert. C'est un millefeuille chocolat et coco, noix de coco. Et dans sa cuisine, il nous explique comment réaliser l'amuse-bouche et spuma de coco de Paimpol à l'andouille de Guéméné. Donc on a cuit les cocos avec une garniture aromatique de l'eau. Il faut qu'ils soient bien cuits. Et après on mixe et on rajoute beaucoup de crème. On assaisonne, on met dans le siphon. Mais si vous n'avez pas de siphon, vous montez une chantilly à la main, mélangez la purée de coco à la chantilly, de l'andouille coupée en petits cubes, un peu grillé, dessus, juste un peu, hein, parce que bon, ça a du goût l'andouille. On va rajouter un petit crumble de blé noir. Une opération pour mettre en valeur les produits locaux et le mot de la fin est bien sûr pour les clients. C'est vraiment excellent. C'est très bien. Et si on parle de produits locaux, on pense bien entendu aux porcs. Les éleveurs de porcs, eux, tirent la sonnette d'alarme. La filière souffre alors que d'autres pays européens progressent. Une situation inquiétante en Bretagne où s'effectue la moitié de la production française. Une réunion a eu lieu ce lundi à Rennes avec Guillaume Garot, le ministre en charge de l'agroalimentaire. Michel Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement des producteurs de viande de Bretagne. Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes éleveur de porcs et de vaches laitières. Absolument. À Guiclan. Première question, pourquoi vous n'avez pas souhaité aller à cette réunion? Pourquoi j'ai pas souhaité aller à... Vous étiez invité à TBO déjà. Oui. Donc, en fait, je me suis fait représenter par un collègue également éleveur et président d'une autre structure qui fait partie de notre organisation, l'Union des groupements en Bretagne. Donc, il n'a pas été question du tout de bouder la réunion. Non. Mais vous pensez que c'est une grande messe où il n'y a pas forcément disons que, un espace de parole? Oui, disons que ce que la filière demande et ce qu'elle doit faire, nous l'avons déjà dit depuis plusieurs années à nos responsables politiques de droite comme de gauche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez justement? Voilà. Aujourd'hui, la production porcine a 3 défis essentiels à relever dans cette région. Le premier défi pour les éleveurs, nous sommes bien sûr dans des autorisations d'exploiter qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre par les éleveurs. Nous sommes dans un carcan administratif extrêmement compliqué, pénible et surtout très long. Donc, vous voulez une modification? Non, nous souhaitons surtout qu'il y ait une simplification administrative dans la mise en place des dossiers installations classées des éleveurs. Donc nous sommes en négociation avec le préfet de région actuellement. Les choses n'avancent pas assez vite à notre goût. On doit avancer beaucoup plus vite pour donner de la lisibilité aux plus jeunes qui vont s'installer en production porcine demain. Sinon, certains se décourageront et donc la production risque de baisser encore plus. Ça nous inquiète beaucoup. Michel. Ça, c'est le premier point. Ouais, très rapidement, alors, oui. Les 2 autres points. Alors, les deuxièmes points concernent plus la filière. Donc, au niveau de la filière, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on voit... Vous venez d'Allemagne ? Oui, je reviens... Qu'est-ce que vous avez vu en Allemagne, justement ? Eh bien, en Allemagne, j'y ai été il y a maintenant 3 semaines. Donc, visiter un abattoir, le plus gros abattoir de porc allemand. Qu'est-ce qu'on constate là-bas ? On constate dans l'abattoir qu'il y avait 23 nationalités travaillant dans cet outil. Tous originaires des pays de l'Est européen, Balkans, Ukrainiens, Biélorusses, et d'autres que... en quoi ça peut être une difficulté ? Voilà. Alors, ce que font les Allemands aujourd'hui, c'est que, à notre sens, ils détournent la législation européenne, puisque dans ce pays, il n'y a pas de salaire minimum dans l'agroalimentaire. Le résultat de ça, c'est que dans nos outils d'abattage en France, les charges sociales, et pour rémunérer les salariés, se montent à 22 € de l'heure. En Allemagne, les salariés travaillent à 6 à 8 € de l'heure. Donc ça fait 3 fois moins cher. 3 fois moins cher. Bien évidemment, et je le précise tout de suite, nous ne demandons pas à faire pareil en France. Il faut une harmonisation par le haut. C'est évident. Je veux quand même le préciser. Les salariés allemands soient payés autant que les Français. Exactement. Surtout dans un pays comme l'Allemagne, qui a le même niveau de vie que la France. Donc ça, c'est une distorsion qui crée un delta de compétitivité de 5 € par porc
par rapport aux abattoirs régionaux, par rapport aux... C'est énorme, c'est énorme. C'est tout à fait important. Ça leur permet par moment de payer un peu mieux les porcs et surtout de les vendre un peu moins cher. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme dans le poulet, c'est qu'on a de plus en plus d'importations de porcs en provenance d'Allemagne. C'est aussi pour ça que la filière demande avec insistance que le consommateur puisse faire son choix au travers du logo VPF, viande de porc française. Au moins là, il sait que c'est du porc de la région. Michel Bloch, très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez espérer de l'État français, puisqu'on voit que c'est finalement un problème européen? C'est un problème européen. Est-ce que l'État français a la possibilité d'agir? Oui, c'est un problème européen, donc on sait que ce sera très long, c'est sûr. Nous avons porté plainte à Bruxelles contre la distorsion que je viens d'expliquer précédemment. Par contre, on veut que nos ministres du Travail et de l'Agriculture porte ce dossier-là de manière très forte au niveau européen, sur la table du Conseil des ministres au niveau de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à plus court terme, nous souhaitons que nos entreprises d'abattage des coupes aient des allègements de charges sociales pour leurs salariés, pour leur permettre de respirer un peu mieux, parce que sinon, la filière va perdre des emplois, et ça, ce sera négatif pour l'ensemble de la région bretonne. Et la filière, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois en Bretagne. La filière bretonne, c'est 31 000 emplois en Bretagne. Voilà, donc ça c'est un point tout à fait important. Michel Bloch, merci beaucoup. On rappelle qu'il y aura une réunion d'ailleurs le 30 octobre, a priori au ministère de l'Agriculture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.